Bienvenue à toutes et à tous pour notre analyse approfondie du jour. Aujourd'hui, on se penche sur un grand classique de la stratégie, la matrice BCG. L'objectif, c'est de comprendre comment ça marche, bien sûr, mais surtout de voir ses limites et comment on peut l'adapter pour qu'elle soit plus utile. C'est ça, un outil très connu, mais qui, utilisé tel quel, peut parfois nous induire en erreur. Exactement. Pour rappel, c'est cet outil visuel qui aide les entreprises à décider où investir leurs ressources entre leurs différentes activités. On appelle ça les domaines d'activité stratégiques, les DAS. Voilà, une cartographie pour savoir où mettre l'argent, en gros. Et ça repose sur deux dimensions, deux axes. D'un côté, l'attractivité du marché. Traditionnellement, on regarde son taux de croissance. Et de l'autre, la position de l'entreprise sur ce marché, via sa part de marché relative. C'est ça, les deux piliers de la matrice. Alors, commençons par le premier, l'attractivité. L'approche classique, c'est donc de mesurer le taux de croissance du marché. L'idée, c'est que plus un marché grandit vite, plus c'est facile d'y gagner des clients, même si ça coûte cher en investissement, marketing, production. Oui, l'idée de base est logique. Un marché en expansion, ça semble prometteur. Mais cette mesure pose vite un problème. C'est quoi la bonne valeur charnière? Le bon seuil qui sépare un marché attractif d'un qui ne l'est pas? Ah oui, où est-ce qu'on met la barre? Exactement. Si on se base sur la croissance du PIB, c'est souvent trop général, ça ne veut pas dire grand-chose pour un secteur précis. Si on prend la moyenne interne de l'entreprise, On risque de se comparer à soi-même, un peu en boucle. voilà, c'est le risque de nombrilisme. Et même la moyenne du secteur, attention à imaginer un secteur qui croît à 3%. Est-ce que c'est vraiment attractif? Peut-être pas tant que ça. Et quid d'un nouveau marché, très prometteur, mais dont la croissance démarre doucement? Il passerait sous le radar. D'accord, donc ce taux de croissance, c'est pas si fiable que ça. Quelle est l'alternative alors? Une approche qui nous semble plus robuste, c'est de remplacer ce taux de croissance chiffré par le stade de maturité de l'industrie. En gros, est-ce que le secteur est en phase d'émergence, de croissance, de maturité ou de déclin? Ah, intéressant. Donc on qualifie plutôt qu'on quantifie. C'est l'idée. L'émergence est logiquement la phase la plus attractive en potentiel, le déclin la moins attractive. Ça évite de mal classer par exemple un nouveau projet dans un secteur d'avenir juste parce que les chiffres de croissance initiaux sont encore faibles, ou à l'inverse, de survaloriser un marché mature qui plafonne. C'est une adaptation assez fondamentale en fait. Passons au deuxième axe, la position compétitive. Là, on utilise la part de marché relative. C'est notre part de marché euh, divisée par celle du concurrent principal, c'est ça? Oui, ou du leader si on n'est pas leader nous-mêmes. Et c'est une métrique bien plus pertinente que la part de marché absolue. Pourquoi ça? À la rentabilité potentielle. Avoir 10% de part de marché quand le leader en a 5%, c'est une position de force. Alors qu'avoir 20% quand le leader en a 60%, on est plutôt un challenger, voire petit. Exactement, la position relative dit beaucoup plus. Mais là encore, il y a un souci avec la valeur charnière classique qu'on utilise pour cet axe. Le fameux seuil de 1, qui sépare les leaders, ceux qui ont une part de marché relative supérieure à 1 des autres. Oui, ce seuil de 1. Il est très, comment dire, très binaire, très gagnant contre perdant. Or, la réalité est plus nuancée. Surtout dans des contextes comme l'Europe, où les marchés sont souvent fragmentés. Être deuxième avec une part de marché relative de 10 ans, 0,8? Ça ne veut pas dire qu'on est un canard boiteux ou un poids mort, pour reprendre les termes de la matrice. Ben non, absolument pas. On peut être très rentable en étant un solide numéro 2 ou 3. Mais la matrice classique, avec ce seuil de 1, risque de vous classer directement dans la mauvaise catégorie, celle des activités à problème. D'où la suggestion, parfois, de revoir ce seuil. J'ai vu passer l'idée d'utiliser 0,75 par exemple. Mais est-ce que ça ne fait que déplacer le problème? Pas seulement. L'idée derrière un seuil comme 0,75, ce n'est pas juste de changer le chiffre pour le plaisir, c'est d'adapter l'outil à la réalité économique. Une activité qui a 0,8 de part de marché relative dans un marché mature, elle génère souvent beaucoup de cash, elle est stable. Une vache à lait, en somme. Justement, en utilisant un seuil ajusté comme 0,75, cette activité serait classée logiquement en vache à lait, corps position concurrentielle forte, marché à faible croissance. Alors qu'avec le seuil de 1, elle risquerait de tomber dans les poids morts, ce qui est stratégiquement assez peu pertinent, voire dangereux. Je vois, c'est pour mieux coller à la réalité du terrain. Bon, alors une fois qu'on a ajusté ces deux axes, maturité pour l'attractivité, seuil relatif 1 pour la compétitivité, on retrouve nos quatre fameuses cases. Les dilemmes en haut à gauche, Oui, marché porteur, mais position faible. Ils demandent beaucoup d'argent pour essayer de devenir des stars. les stars en haut à droite. Marché porteur, position forte, les champions. Eux aussi demandent de l'investissement pour maintenir leur leadership.
Ils deviendront les vaches à lait quand le marché arrivera à maturité. Les vaches à lait, en bas à droite. Marché mature, position forte. Celles qui génèrent le cash. Exactement. Peu d'investissement nécessaire. Elles financent les autres. Et enfin, les poids morts, en bas à gauche. Marché mature ou en déclin, position faible. Alors là, attention. Grosse mise en garde sur cette catégorie poids mort. Le nom lui-même est un piège. Il incite à penser qu'il faut s'en débarrasser systématiquement. Ce n'est pas toujours le cas. Loin de là. C'est une erreur stratégique très fréquente de désinvestir trop vite sur la seule foi de cette case. Avant de décider quoi que ce soit, il faut absolument regarder deux choses. La rentabilité réelle de cette activité, on peut être deuxième, troisième et gagner de l'argent. Et sa compatibilité stratégique. C'est-à-dire, Est-ce que cette activité, même modeste, ne sert pas de support à d'autres DAS plus importants? Est-ce qu'elle complète une gamme? Est-ce qu'en l'abandonnant, on ne créerait pas un trou dans notre offre globale, où on ne perdrait pas des clients qui achètent aussi d'autres produits chez nous? Y a-t-il des synergies? Il faut analyser tout ça. donc, au final, qu'est-ce que tout cela signifie? Même ajusté, cette matrice BCG, ce n'est pas une baguette magique. Absolument pas. C'est un cadre d'analyse, un très bon outil pour lancer la discussion, pour structurer la réflexion sur un portefeuille d'activités. Mais ça ne doit jamais être le seul élément de décision. Quel est le risque si on s'en tient juste aux cases? Le risque, c'est de prendre de très mauvaises décisions d'allocation de ressources. Par exemple, continuer à surfinancer les vaches à lait juste parce qu'elles rapportent aujourd'hui, alors qu'elles n'ont plus besoin de grand-chose, et du coup affamer les stars qui ont besoin de carburant pour rester devant, ou les dilemmes prometteurs qui pourraient devenir les stars de demain. Ou, comme on disait, jeter les poids morts sans regarder leur vraie contribution. Donc, en résumé, si on veut bien utiliser la matrice BCG aujourd'hui, oui, c'est un outil qui reste pertinent pour visualiser un portefeuille, surtout si on l'ajuste avec la maturité sectorielle et une vision plus réelle de la part de marché relative. Mais il faut impérativement la compléter. La compléter par une analyse financière fine de chaque activité, sa rentabilité propre, et par une réflexion stratégique globale. Comment cette activité s'intègre dans l'ensemble? Quelles sont les synergies? Quelle est notre vision à long terme? Bien compris. C'est un outil d'aide à la réflexion, pas une machine à décider. Exactement. Et pour pousser la réflexion encore un peu plus loin, une question demeure. Comment ces outils d'analyse de portefeuille, même affinés, comme on vient de le dire, tiennent-ils face à l'imprévisible? Une crise économique majeure, une innovation de rupture qui change complètement la donne, un nouveau règlement. Est-ce qu'une cartographie qui est par nature un peu statique reste vraiment pertinente quand l'incertitude devient radicale et peut redéfinir l'attractivité d'un marché ou la force d'un concurrent en quelques mois à peine? C'est une excellente question pour conclure. La stratégie face à l'incertitude radicale, vaste sujet. En effet. Ça interroge la robustesse de nos cadres d'analyse classiques. Pour ceux qui souhaitent justement approfondir ces réflexions sur la stratégie, discuter de l'application de ces outils ou d'autres et améliorer leur pensée stratégique, sachez que Philippe Massol est disponible pour échanger sur LinkedIn. N'hésitez pas à le contacter. Oui, c'est toujours enrichissant de confronter ces modèles à la pratique. Merci beaucoup pour cet échange éclairant. Et merci à vous de nous avoir écoutés.